Toutes les histoires qui commencent par « il était une fois » ne se terminent pas toujours par un conte de fées. Les personnages ne vivent pas systématiquement « heureux pour toujours », comme l'illustre ce récit. Cela a débuté comme un conte de fées, du genre que ma femme tentait de me raconter. Mais malheureusement pour elle, ou peut-être pour moi, selon le point de vue, j'avais déjà percé à jour le jeu auquel elle voulait jouer. Il y a un certain temps, nous avions prévu de nous marier. Elisa et moi avions grandi ensemble, et nos mères avaient toujours pensé, du moins elle, que nous nous marierions une fois en âge de le faire. Elles étaient amies inséparables depuis l'école primaire. Elles ont fait leurs études ensemble, appartenu à la même sororité, et sont restées exceptionnellement proches, même 30 ans après avoir obtenu leur diplôme. Ma mère s'est mariée la première, et la mère d'Elisa a été sa demoiselle d'honneur. Par la suite, lorsque la mère d'Elisa s'est mariée, ma mère lui a rendu l'appareil. À ma naissance, la mère d'Elisa est devenue ma marraine, et à la naissance d'Elisa, ma mère a assumé le même rôle pour elle. Le lendemain de la naissance d'Elisa, nos mères ont commencé à planifier notre mariage. Nos familles passaient les vacances ensemble, célébraient les fêtes comme une seule, et pratiquement, nous aurions tout aussi bien pu déjà être une grande famille. Enfants, Elisa et moi étions inconscients des intentions de nos mères pour nous. Tout ce que nous savions, c'est que nous étions proches. Ce n'est que lorsque nous avons atteint l'âge où les garçons ont commencé à remarquer les filles et les filles à observer les garçons que nous avons commencé à comprendre ce que nos mères avaient planifié depuis le début. Si je manifestais de l'intérêt pour une autre fille, ma mère trouvait invariablement un moyen de nous séparer. Si Elisa s'intéressait à un garçon, sa mère intervenait avec la même rapidité. Nous allions systématiquement ensemble au bal de l'école. Elle était mon accompagnatrice au bal de promo, et j'étais le sien. Le tournant s'est produit lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et que j'ai commencé l'université. Elisa avait encore une année de lycée à faire. Par conséquent, nous étions essentiellement séparés, et ma mère ne pouvait plus exercer de contrôle sur ma vie, tandis que sa mère avait toujours de l'influence sur elle. Contre la volonté de ma mère, j'ai choisi de fréquenter l'université à temps plein. Elle voulait que je reste à la maison et que je fasse la navette pour les cours, mais j'aspirais à vivre dans un foyer d'étudiants, à rejoindre une fraternité et à participer à toutes les expériences dont la plupart des étudiants bénéficient. Ma mère a tenté de me faire pression, mais comme j'avais une bourse, elle n'avait aucun moyen de pression financière sur moi. Loin de chez moi et de son influence, j'ai fait la connaissance d'autres filles, pour la première fois. Je pouvais enfin sortir et faire des activités avec quelqu'un d'autre qu'Elisa. J'ai fréquenté plusieurs filles et j'ai passé un moment merveilleux. J'ai même décroché le jackpot à une soirée de fraternité et j'ai fréquenté la fille qui a fini par danser sur la table à punch. Cette nuit-là, nous avons passé près de 2 mois ensemble avant de décider mutuellement de passer à autre chose. Lors d'une fête, j'ai rencontré la femme d'un des étudiants diplômés. Elle était assistante d'enseignement, et bien que je n'ai jamais pu déterminer avec certitude qui avait séduit qui, elle m'a expliqué comment lui plaire et m'a ensuite généreusement informé que non seulement je réussissais, mais que j'étais aussi exceptionnellement doué pour cela. Par la suite, je suis devenu très populaire. Pas un seul week-end ne se passait sans rendez-vous, qui se terminait généralement soit dans mon lit, soit dans celui de la fille. La vie était agréable jusqu'à ce qu'Elisa obtienne son diplôme de fin d'études secondaires et s'inscrive à l'université. Au début, j'avais simplement l'intention de lui faire visiter le campus et de lui présenter quelques personnes. Elle vivait chez elle, et honnêtement, je ne m'attendais pas à la voir fréquemment. Je présumais que, comme moi, elle embrasserait sa liberté et commencerait à fréquenter des garçons. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est accrochée à moi, ou peut-être pas exactement accrochée, mais elle était perpétuellement présente. Pendant le premier mois environ, elle s'est contentée d'observer. Puis, un jour, après que j'ai passé le week-end avec une rousse flamboyante, Elisa m'a demandé « Qu'est-ce que tu lui trouves ?» Son QI est à peu près le même qu'un grain de raisin. À partir de là, ça ressemblait à « Pourquoi perds-tu ton temps avec elle ?» ou « Ce n'est qu'une adultère ». Ou encore « Je sais que tu as meilleur goût que de passer du temps avec cette truie ». Environ un mois plus tard, j'ai finalement déclaré « Elisa, au lieu d'attaquer les femmes que je fréquente, pourquoi ne trouves-tu pas des garçons et ne commences-tu pas à sortir avec eux ?» « Je ne suis pas intéressé par les autres garçons », a-t-elle répondu. « Pourquoi pas ?» ai-je demandé. « Es-tu devenue lesbienne ?» Ce qui m'a beaucoup offensé. « Bien sûr que non. »« Alors, quel est le problème ?» ai-je demandé. « Moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Tu as toujours été le seul pour moi. Je ne désire personne d'autre.
Je veux être avec toi. Pour faire court, nos mères ont finalement orchestré le mariage qu'elles planifiaient depuis le jour de la naissance d'Elisa. Avançons rapidement de 6 ans jusqu'au jour où je suis rentré du travail plus tôt. J'avais une réunion prévue non loin de la maison, et j'ai décidé de simplement rentrer chez moi après au lieu de retourner au bureau. C'était un vendredi, et j'étais persuadé que je prendrais de l'avance sur le week-end. Alors que je franchissais la porte d'entrée, j'ai perçu le bruit de l'eau qui coulait dans la douche. Par conséquent, je me suis dirigé vers les escaliers, puis me suis arrêté en remarquant quelque chose. Sur la première marche se trouvait une chaussure, plus précisément, un escarpin à talons hauts. En montant les escaliers, j'ai découvert la seconde chaussure sur la dernière marche. Quelques pas plus loin dans le couloir, j'ai aperçu un soutien-gorge sur le sol, une jupe et un string gisaient juste devant la porte de la chambre. Mais ce qui a vraiment capté mon attention à l'intérieur de la chambre, c'était le lit défait. Une boîte de préservatifs sur la table de chevet à côté d'un tube de lubrifiant, et 3 préservatifs usagés et noués par terre à côté du lit. Mon premier réflexe a été de faire irruption dans la salle de bain, de sortir Elisa de la douche, de la traîner dans la chambre, de pointer les preuves du doigt et de la dénoncer comme une adultère infidèle. Ensuite, je me suis imaginé la traînant dans les escaliers et la jetant hors de la maison, complètement nue. Mais alors même que je faisais quelques pas vers la salle de bain, une petite voix dans ma tête m'a incité à reculer et à recueillir davantage d'informations. Je n'allais pas solliciter la vérité auprès d'Elisa, car à ce moment-là, je ne lui faisais plus confiance. Elle m'avait trompé, il était donc évident qu'elle mentirait aussi. Je suis sorti de la maison rapidement et silencieusement et j'ai trouvé un téléphone public. Les pages jaunes m'ont fourni le numéro d'un détective privé, et je l'ai appelé. Il a pu me rencontrer le jour même, alors je me suis précipité à son bureau et j'ai tout raconté. J'ai accepté ses honoraires, je lui ai remis les clés de ma maison, puis je suis rentré chez moi pour arriver à mon heure habituelle comme si rien ne s'était passé. Toutes les traces des activités diurnes d'Elisa avaient disparu, et ma femme fraîchement douchée m'a accueilli à la porte avec un baiser. Je sais que c'était stupide de ma part, mais j'étais curieux de savoir ce qu'Elisa ressentirait après avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Je l'ai soulevée dans mes bras et, en la portant vers la chambre, j'ai dit, « Ce soir, je veux le dessert en premier. Le dîner peut attendre. » Une fois dans la chambre, je me suis déshabillé et j'ai commencé à caresser Elisa. Pour une raison quelconque, elle ne semblait pas aussi enthousiaste que d'habitude, alors je l'ai poussée sur le lit et je suis monté sur elle. Tout le temps, je n'ai pas quitté son visage des yeux, et il m'a semblé y voir une lueur de peur. Va-t-il remarquer quelque chose? Une lueur de peur, puis une lueur de « il se doute de quelque chose, n'est-ce pas ?» Ce dernier regard a probablement été déclenché par le changement majeur dans notre routine habituelle. J'ai toujours pris le temps de la caresser avant de faire l'amour, mais pas cette fois. Et elle devait remarquer que c'était fait pour la faire réfléchir. J'étais curieux de voir comment elle réagirait, mais il était hors de question que je lui fasse l'amour juste après qu'elle ait été avec un autre type. Elle se sentait définitivement différente, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Elle avait évidemment pris une douche. Elle n'était ni humide ni décoiffée, et elle ne semblait pas non plus détendue. Mais quelque chose avait changé. Ce que j'ai réalisé, c'est à quel point j'étais devenu déséquilibré. L'image des vêtements éparpillés dans la chambre, des protections usagées, du lit défait avait enflammé mon imagination. Et si, au lieu d'un seul type qu'il avait fait avec elle 3 fois, il y avait eu 3 types différents qui l'auraient fait chacun une fois? Toute une série de lessives m'ont traversé l'esprit et m'ont excité à tel point que j'ai terminé bien plus vite que d'habitude. Ce soir-là, j'ai fait l'amour à Elisa, pas de l'amour, juste du sexe brut. Et nous n'avons jamais dîné. Le samedi, j'ai emmené Elisa dîner et voir un spectacle, et pendant que nous étions partis, le détective privé a utilisé la clé que je lui avais donnée pour entrer dans notre maison et installer du matériel de surveillance. Cette nuit-là et tout au long du dimanche, je me suis jeté sur Elisa comme un homme affamé sur de la nourriture. Les images dans mon esprit me maintenaient en érection presque constamment. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce lit défait et aux protections usagées. Je n'arrêtais pas de me remémorer les soirées auxquelles j'avais assisté à l'université, et maintenant j'imaginais Elisa sur ce lit avec 8 ou 9 hommes debout qui attendaient leur tour. Bizarrement, cette pensée ne faisait que m'exciter davantage. Je pense qu'Elisa a peut-être été soulagée de me voir reprendre le travail le lundi. Cette semaine-là, j'ai fait l'amour à Elisa tous les soirs après être rentré du travail, principalement pour voir si je pouvais détecter des signes que quelqu'un d'autre était déjà venu. Le vendredi après-midi, j'étais dans le bureau du détective en train de lire son rapport.
Il s'appelle Rod Mallory, et il est mécanicien d'avion au chômage. Il vient tous les jours vers midi et reste jusqu'à environ 3h30. S'il s'en tient à son emploi du temps habituel, il est probablement là en ce moment. J'aurai besoin que vous fassiez sortir votre femme de la maison demain pour que je puisse récupérer mon équipement. Ensuite, dans le courant de la semaine prochaine, j'aurai votre rapport final prêt. Alors que je descendais en ascenseur de son bureau situé au 7e étage, j'ai réalisé que je n'étais pas aussi impatient de rentrer chez moi que je l'avais été lundi. C'était comme si, connaître le nom de l'homme qui couchait avec ma femme avait d'une manière ou d'une autre éteint le désir qui brûlait dans ma tête depuis le jour où j'avais découvert qu'Elisa me trompait. Je ne sais pas, peut-être était-ce parce que j'avais compté les secondes toute la semaine, bien qu'avec une certaine retenue. Mais je n'arrivais pas à comprendre exactement ce qui avait actionné l'interrupteur. Quelle qu'en soit la raison, le feu était éteint quand je suis rentré à la maison. Elisa s'attendait à ce que je l'entraîne dans la chambre, mais je me suis contenté de l'embrasser sur la joue et de lui demander ce que nous allions manger samedi soir. Je l'ai emmené dîner et voir un spectacle. Nous avons fait l'amour le dimanche, mais uniquement parce qu'Elisa en avait pris l'initiative. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus jamais eu d'activité sexuelle à moins qu'elle n'insiste. Je n'ai jamais refusé ses avances, mais je ne l'ai jamais plus recherché non plus. Le mercredi, j'ai reçu le rapport complet du détective, avec des enregistrements audio et vidéo. Je suis rentré chez moi pour réfléchir à l'avenir. En regardant les images et en écoutant les conversations téléphoniques enregistrées, il est devenu on ne peut plus clair que cet homme, Rod, couchait avec Elisa depuis près de 6 mois. J'avais plus qu'assez de raisons de demander le divorce, mais quelque chose me semblait incomplet. J'ai réfléchi à la situation pendant un jour ou deux, puis j'ai finalement discerné l'élément manquant. Si j'avais simplement présenté les preuves à un avocat, le mariage aurait été dissous presque immédiatement. Cependant, je désirais une conclusion plus spectaculaire. Je suis allé en ligne et j'ai commencé mes recherches. Au cours des 2 jours suivants, j'ai rassemblé tous les composants nécessaires. Par la suite, chaque fois qu'Elisa quittait la maison pour faire des courses ou rendre visite à sa mère, je me consacrais à mon projet. Il a fallu 3 semaines pour le terminer, mais une fois terminé, la maison était entièrement équipée pour la surveillance audio et vidéo. J'avais un enregistreur à déclenchement vocal connecté au téléphone, un dans le salon et un autre dans la chambre. Il y avait 2 caméras de surveillance dans la chambre connectées directement à un magnétoscope double dans mon bureau à domicile, et une caméra dans le salon reliée à un 3e magnétoscope. Tout était soit à déclenchement vocal, soit sensible au mouvement. Les résultats se sont avérés incohérents. J'ai accumulé plus d'images d'Elisa passant l'aspirateur, faisant la poussière, lavant les fenêtres et effectuant des tâches ménagères que d'elle et de son amant. De plus, la qualité de ces images variait de médiocre à excellente, en fonction des conditions d'éclairage de la pièce au moment de la prise de vue. J'ai eu plus de succès en filmant dans le salon, car il était orienté au sud et recevait plus de lumière naturelle. Cependant, il n'y passait pas beaucoup de temps. Les fenêtres de la chambre étaient orientées au nord, et si les stores étaient baissés, je ne pouvais pas capturer beaucoup d'informations utiles. Je possédais plus qu'assez de preuves à présenter à un avocat spécialisé dans les divorces, mais la majorité d'entre elles provenaient déjà du détective privé. Compte tenu de la somme exorbitante que j'avais dépensée pour tout cet équipement, j'avais espéré plus, beaucoup plus. Néanmoins, les bandes audio se sont avérées être une mine d'or. J'ai découvert que Rod faisait pression sur Elisa pour qu'elle me quitte et l'épouse. Elisa l'a constamment repoussé, et un jour, Rod a déclaré qu'elle devait soit s'engager, soit passer à autre chose. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Soit tu désires être avec moi, soit tu ne le désires pas. Mais tu dois prendre une décision, parce que j'en ai marre de me cacher avec toi. J'en ai marre de quelques heures volées par jour. Je veux des soirées, des week-ends, des vacances, le paquet complet. Alors, qu'est-ce que ça va être? La réponse d'Elisa a captivé mon attention. Tu sais que je te veux, mon chéri. Si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas là. Mais je veux aussi mon mari. Je l'aime. Et je ne veux pas le perdre. Mais je te veux toi aussi. Eh bien, nous sommes à la croisée des chemins, chéri. De toute évidence, nous ne pouvons pas tous les deux t'avoir, surtout que j'en ai fini de me cacher. Tu ne pourrais pas me partager avec lui? S'il le découvrait et l'acceptait. Comment comptes-tu réaliser ce petit miracle, exactement? Laisse-moi y réfléchir, ma chérie. Oh, regarde l'heure. Tu dois y aller. Cela s'est passé un vendredi. Le lundi suivant,
Rod a de nouveau abordé le sujet, et Elisa a dit qu'elle avait une idée. Je vais le convaincre de me laisser avoir des relations sexuelles avec un autre homme. Ah. Je suis sûr qu'il va sauter sur l'occasion. Il ne sautera peut-être pas dessus, mais il y a de fortes chances qu'il accepte. Tu ne parles pas sérieusement. Quel homme accepterait une chose pareille? Un homme qui m'aime et qui croit que je l'aime. Non, ma chérie, je ne vois pas ça arriver. Écoute, à l'université, c'était un type cool. Il a eu des relations sexuelles avec 20 ou 30 filles différentes. Mais je suis arrivé vierge dans notre lit conjugal. Je vais commencer à le persuader de me laisser essayer d'être avec un autre homme. Je vais lui dire que je suis curieuse de savoir ce que j'ai manqué et lui demander s'il me laissera satisfaire cette curiosité. Je vais continuer à lui en parler jusqu'à ce qu'il cède et l'autorise. Tu seras l'autre homme, et nous continuerons à partir de là. Sois juste patient avec moi, mon chéri. Laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir. D'accord. Mardi, il lui demanda à nouveau comment elle comptait s'y prendre. Je vais faire l'amour avec lui jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort. Et quand il sera trop épuisé pour réfléchir correctement, je bondirai. Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut que ce soit nous deux. Tu ne veux vraiment pas savoir. Si, je veux. Très bien. Tu l'as voulu. Si tu me forces à choisir entre vous deux, je choisirai mon mari. Je l'aime, et je ne peux même pas imaginer vivre ma vie sans lui. Il a tout ce qu'une femme pourrait désirer chez un homme. Et s'il avait ce que tu as, il serait absolument parfait. Alors, c'est tout ce que je représente pour toi? Juste une plus grosse taille? Non, idiot. Je t'aime vraiment bien. Mais honnêtement, si ce n'était pas pour ton équipement, tu ne serais pas là. Alors, tu vas faire l'amour avec moi ou bouder. Comme j'avais été prévenu à l'avance, j'étais préparé quand Elisa m'a confronté à ça. Nous venions de passer une longue nuit épuisante à faire l'amour, et Elisa était blottie contre moi. Chérie, je peux te poser une question étrange? Une question qui ne te mettra pas en colère? Bien sûr que tu peux. D'accord. Maintenant, réfléchis bien. Ne te lève pas brusquement et ne crie pas. Non. M'aimes-tu et me fais-tu assez confiance pour me laisser satisfaire une de mes curiosités? Je ne sais pas. Elisa, où veux-tu en venir? S'il te plaît, ne le prends pas mal, mon cœur. Je t'aime à mourir. Vraiment. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'en restant vierge jusqu'à notre mariage, j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Elisa, je n'ai jamais eu personne d'autre que toi, mon cœur. Et je me suis toujours demandé ce que pourrait être quelqu'un d'autre. Que je comprenne bien. Tu veux coucher avec un autre homme, et tu veux que je te dise que c'est d'accord? Oui. Est-ce ta façon de me dire que tu penses que je ne suis pas bon au lit? Oh, mon Dieu, non, mon cœur. Ne pense pas ça. La nuit que nous venons de passer n'a-t-elle pas prouvé le contraire? Non. C'est juste de la curiosité de ma part. Je ne te quitterai jamais pour quelqu'un d'autre. Avant notre mariage, tu as eu beaucoup de copines. Tu as donc pu voir les différences entre les femmes. Mais tu es le seul homme avec qui j'ai jamais été. J'aimerais juste que tu me laisses satisfaire ma curiosité. As-tu déjà choisi un mec? Peut-être un de mes nombreux amis qui ont eu le béguin pour toi. Non, mon chéri. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un que nous connaissons. Si tu es d'accord, je pensais qu'on pourrait aller à Denver, aller dans un bar à cocktail et voir si je peux trouver quelqu'un qui me plaît assez pour avoir de la chance. Sans engagement. Tu as ton sexe aléatoire, puis nous rentrons à la maison et oublions que c'est arrivé. Oui, mon cœur. Juste assez pour satisfaire ma curiosité. Quand veux-tu faire ça? Tu me laisseras faire? Je peux vraiment aller jusqu'au bout? Pourquoi pas? Ce n'est pas comme si tu te faufilais dans mon dos. Bien sûr, mon chéri, vas-y. Et si on faisait ça vendredi soir? Vendredi, quand je suis rentré du travail, Elisa était complètement habillée et prête à partir. Avec sa jupe courte et ses talons hauts, elle était aussi séduisante que n'importe qui sortant pour la nuit. Tu ne devrais pas avoir de mal à te faire sauter dans cette tenue. J'espère pas. Si je me fais rejeter, ce sera un coup dur pour mon ego. Pendant que nous conduisions à Denver, j'ai demandé où elle voulait aller. Elle a répondu qu'elle n'était pas tout à fait sûre. Conduis, mon cœur. Quand je verrai un endroit qui me plaît,
je te le dirai. Une fois arrivé à Denver, j'ai conduit dans le quartier, en évitant délibérément l'aire de repos où, selon les enregistrements, Elisa et Rod s'étaient rencontrés. Je sentais Elisa devenir de plus en plus nerveuse pendant que nous tournions dans les quartiers. Elle était désespérée de faire en sorte que tout cela paraisse spontané, mais je refusais de coopérer. Je me dirigeais dans la direction générale qu'elle souhaitait et ensuite, à quelques pâtés de maison du bon endroit, je tournais à gauche ou à droite et je continuais ailleurs. Finalement, j'en ai eu assez de jouer le jeu et j'ai conduit vers l'endroit qu'elle visait clairement. Là, dit-elle en pointant un bar appelé Dino's. Pourquoi ici, demandai-je. Il y a un motel juste en face. Quand je fais ça, je ne veux pas que ce soit une gâterie rapide sur le siège arrière. Je me suis garé sur le parking de Dino's, et après avoir arrêté la voiture, j'ai demandé, es-tu sûr de vouloir faire ça? Oui, mon cœur, j'en suis sûr. Je veux savoir ce que ça fait d'être avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que je n'aurai jamais le courage de réessayer. Y as-tu vraiment bien réfléchi? Que se passe-t-il si tu décides que tu aimes ça et que tu veux continuer à le faire? Où cela nous mène-t-il? Et s'il s'avère être un meilleur amant que moi? Et s'il est plus gros, et que tu réalises que tu aimes plus gros et que tu décides de me remplacer? J'ai cru déceler une étincelle dans ses yeux quand j'ai mentionné ça, mais c'était peut-être juste mon imagination. Ne sois pas idiot, mon cœur. Je t'aime. Et tu sais que je ne te quitterai jamais pour quelqu'un d'autre. Et tu le sais aussi. Bon, alors comment on va faire exactement? On va entrer, prendre une table, je vais trouver quelqu'un qui me plaît, et on verra ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire, on verra ce qui se passe? Je ne sais pas, mon cœur. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. On va voir comment ça se passe, je suppose. Si je trouve un type qui me plaît, qui est intéressé et à qui ça ne dérange pas que tu regardes, on pourra aller au motel en face et voir où ça nous mène. Qu'est-ce que tu veux dire par astérisque si je regarde astérisque? Je n'ai pas l'intention de faire ça. Tu dois, chérie. C'est la seule façon pour moi d'aller jusqu'au bout. Tu dois faire partie de ça. Sinon, j'aurais l'impression de te tromper. Je ne crois pas que je puisse faire ça, Elisa. Bien sûr que si, chérie. Tu peux faire ça pour moi. Je sais que tu peux. Je ne sais pas, Elisa. On verra bien, je suppose. En entrant, j'ai remarqué Rod assis au bout du bar. Nous avons trouvé une table libre. J'ai commandé des boissons, puis Elisa et moi avons dansé ensemble sur quelques chansons. Elisa s'est levée pour aller aux toilettes, et sur le chemin du retour, un homme l'a interceptée et lui a demandé de danser. Il l'a ensuite emmenée à sa table et l'a présentée à deux de ses amis. Tous les trois ont fini par danser avec elle. Quand elle est revenue à notre table, elle a gloussé et dit, on dirait que j'en ai au moins 3 entre lesquels choisir. J'ai encore dansé 2 fois avec elle, puis c'était à mon tour d'aller aux toilettes. Quand je suis revenu à la table, Rod était déjà là, en train de discuter avec Elisa. Alors que j'approchais, Elisa s'est levée et m'a demandé de surveiller son sac à main, en m'appelant mon chéri. Ce gentil jeune homme vient de m'inviter à danser, a-t-elle annoncé. J'ai souri et répondu, tiens-toi à carreau, et Elisa m'a jeté un regard étrange tandis que Rod l'escortait sur la piste de danse. C'était précisément le moment que j'attendais. J'ai pris le sac à main d'Elisa, en ai extrait tout l'argent et les cartes de crédit, puis j'ai replacé le sac à sa place sur la table. J'ai fouillé dans ma poche, en ai sorti une cassette vidéo et l'ai posée sur son sac à main. C'était une copie d'un de ses rendez-vous avec Rod, et je l'avais orné d'un ruban rouge décoratif et d'un nœud. J'ai placé une carte dessus, puis je me suis levé et suis parti. À leur retour à la table, ils découvriraient le message contenu dans la carte, juste un petit quelque chose pour que vous puissiez en profiter, toi et Rod, au début de votre nouvelle vie ensemble. PS inutile de m'appeler. Ça ne servira à rien.